Bien, bonjour à tous. Quelle excellente réunion, hein. Je voulais d'abord remercier le comité de planification et le comité d'organisation pour cette réunion excellente. C'est notre première réunion en virtuel pour Code Rouge. Par conséquent, c'est une réunion mémorable pour nous tous. Comme nous le savons, les troubles de la coagulation sont une maladie chronique qui affecte beaucoup de parties de la vie des patients et leurs familles sont heureuses de tirer profit du savoir de différents et des compétences de nos différents collègues, et les travailleurs sociaux apportent de la compassion et de l'humanité dans leur domaine. Nous sommes heureux aujourd'hui, dans cette séance, de donner la parole à Stéphane Brunov, qui va parler avec des femmes atteintes de troubles de la coagulation. Et Stéphane est un travailleur social dans notre programme de troubles de la coagulation dans le centre de London, Ontario, et joue un rôle clinique et soutient les patients et au niveau de la clinique, et il participe au programme de l'hémophilie. Il est membre de notre équipe interdisciplinaire, et il apporte des ressources à nos patients et à leurs familles. Et en plus de son travail au niveau de la clinique, il consacre beaucoup de temps à travailler avec des programmes en général liés à l'hémophilie. Il est le coprésident des soins de l'hémophilie, et depuis 2 ans, il représente les travailleurs sociaux dans le Conseil des travailleurs sociaux de Ontario-London, et nous sommes maintenant heureux de lui donner la parole. Stéphane Brunov au micro. Merci, Dr. Mead. Bonjour à tous. C'est un grand privilège pour moi de participer à cette réunion de Code Rouge 2021 et de partager cette plateforme avec Johanna Holliday et Karen Pahey. Et aujourd'hui, elles vont nous parler de leur expérience et de leur maladie, hein. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager cette plateforme avec elles. Donc, ce sont les 2 ambassadeurs de Code Rouge. On les retrouve depuis 2012. Ici, vous les voyez sur cette photo il y a 9 ans, et de nouveau ici, elles sont côte à côte sur cette plateforme pour continuer à parler des troubles de la coagulation chez les femmes. Johanna Holliday est une volontaire et elle travaille pour le plaidoyer des femmes atteintes de troubles de la coagulation. Elle est mère de 2 enfants. Elle a une maladie de Willebrand et elle aime beaucoup voyager et la montagne. Karen Pahey, qui a un trouble de la coagulation rare, facteur 7, elle travaille dans le domaine commercial. Elle travaille auprès de 3M et elle essaie de motiver les parties prenantes pour donc trouver des solutions au niveau de 3M. Elle est la mère de 3 petits-enfants et son histoire l'a menée à travailler activement comme volontaire dans le chapitre du Québec et au niveau de la Fondation de l'hémophilie canadienne. Elle veut augmenter la prise de conscience et l'accès aux soins des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Ensemble, nous allons écouter un petit peu ce qu'elles vont nous dire au-delà de leur diagnostic. Elles vont nous parler de la façon dont leur vie a été modifiée et des défis qu'elles ont dû affronter à cause de la maladie. Bien, donc c'est bien dommage, nous ne pouvons pas partager ensemble un petit café et nous devons travailler de manière virtuelle, mais bon, c'est déjà ça. Bonjour mesdames. Bonjour Johanna. Je crois que nous allons commencer par parler un petit peu de votre vie à chacune, et de ce que signifie vivre avec ces troubles de la coagulation. Johanna, vous allez nous décrire un petit peu votre maladie. Quand est-ce que vous avez été diagnostiquée? Oui, bonjour. J'ai été diagnostiquée et on a découvert que j'avais la maladie de von Willebrand quand j'avais 2 ans. Et
À l'époque, on ne comprenait pas aussi bien la maladie de Willebrand qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, on a diagnostiqué la maladie. On sait maintenant que j'ai un type 2 de la maladie de Willebrand. Et j'ai et été aidée pour traiter ma maladie avec un programme de traitement de prophylaxie pendant certaines périodes de ma vie. J'ai pris ce traitement. J'ai aussi pris de l'acide tranexamique pendant d'autres moments de ma vie et de temps en temps, j'ai eu besoin de davantage de soins de la part de mon centre de traitement de l'hémophilie et par exemple au moment de la naissance de mes enfants ou pour contrôler la natalité ou pour contrôler mes règles ou les différents gonflements ou hématomes, ce type de choses. Merci beaucoup et de partager avec nous tout cela. Je pense que ça a demandé un certain temps pour vous de trouver le traitement qui fonctionnait et de vous sentir à l'aise, malgré la maladie. Oui, je dirais que la maladie de Willebrand est une maladie intéressante pour différentes raisons. Parce que cela change pendant la vie, tout au cours de la vie, pendant les différentes périodes de la vie, la maladie évolue. Par conséquent, on entre dans différentes périodes et on doit essayer de comprendre à chaque fois de quoi il s'agit et essayer de maîtriser les difficultés qui surgissent. Donc, je dirais que la maladie de Willebrand, des fois, est un petit peu sournoise. Et au moment où on ne s'y attend pas, ça vous retombe dessus, donc ça demande une certaine préparation et ce sont des choses sur lesquelles il a fallu que je fasse des recherches et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Stéphane au micro, très bien. Je pense que vous avez mis le doigt sur un point important. Karen, est-ce que vous pouvez nous parler de vos troubles de la coagulation? Comment est-ce que cela a été diagnostiqué chez vous dans votre cas? Oui, alors moi personnellement, je suis un petit peu une retardataire parce qu'on a diagnostiqué ma maladie de trouble de la coagulation de facteur 7 quand j'étais assez déjà âgée, il y a 2 ans. Mais mon père et mon frère avaient eu toute leur vie des troubles de la coagulation et j'ai passé une bonne partie de mon enfance à partager la recherche d'un diagnostic pour mon père et pour mon frère. En même temps, à côté de cela, j'avais moi-même de gros problèmes concernant mes règles, concernant des hématomes que j'avais et un petit peu semblables à ceux que mon frère et mon père avaient aussi. Mais à l'époque, si on rembobine un petit peu cette cassette, j'ai 55 ans. Donc à l'époque, je vous parle de quand j'avais 8 ans. À cette époque-là, les femmes qui avaient des troubles de la coagulation, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, on ignorait ça complètement. Et donc, au quotidien, je dirais que je n'avais pas vraiment besoin de transfusion. C'était vraiment des interventions peut-être ponctuelles dont j'ai eu besoin. Mais pendant toute ma vie, j'ai eu de gros problèmes de règles très abondantes, ce qui a donné lieu finalement à une hystérectomie parce que ma vie était devenue presque dysfonctionnelle à cause des saignements que j'avais tous les mois. Donc, les choses que j'ai testées, que j'ai essayé un DIU avec un traitement sur ce stérilet. J'ai reçu des injections pendant plusieurs années et puis on a recommandé d'arrêter ces injections mensuelles et on est passé au stérilet qui finalement a donné lieu à une hystérectomie finalement, parce que ce n'était pas la solution non plus. En tout cas, je dirais que ça a été un parcours de découverte et de frustration et ça m'a amené à participer à cette cause, parce que je me suis rendu compte qu'il était important de faire un plaidoyer pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation qui, comme moi, parlent avec les médecins, essaient d'être comprises et sont très souvent mal comprises. Même leurs familles ne les comprennent pas. Je dois dire que dans mon cas, mes parents pensaient que j'exagérais, par exemple. Donc très souvent, on est confronté à un manque de compréhension. Stéphane au micro, merci beaucoup Karen de nous raconter tout ça.
Vous avez mis l'accent sur les différents obstacles, les barrières que les femmes affrontent lorsqu'elles doivent affronter ces troubles de la coagulation dont elles sont atteintes. Et nous allons continuer cette conversation, mais une chose qui me paraissait intéressante aujourd'hui, c'est peut-être une bonne occasion ici de parler de la qualité de la vie. Des fois, ce processus fait qu'il faut trouver un traitement approprié. Des fois, c'est long. Dans votre cas, cela l'a été. Donc, cela a dû avoir un impact sur votre qualité de vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Karen au micro. Oui, eh bien, quand on parle de qualité de vie, il faut mettre cela en contexte avec les différentes phases de ma vie. Quand j'étais une jeune femme, je vais être sincère, à cette époque-là, on a des rencontres avec des hommes et des fois c'est très compliqué quand on a ces règles. On est dans une période où on essaye de se comprendre, de plaire aux hommes et on se retrouve face à ce problème qui crée beaucoup d'insécurité. Ensuite, on passe à l'âge adulte, on se dit, bon, ok, je vais pouvoir contrôler cela, ça va mieux, je vais pouvoir y arriver. Puis, on se marie, on a des enfants. Et dans mon cas, la situation devenait de plus en plus compliquée, de plus en plus grave. Et donc, à force de saigner, j'étais anémique, j'étais mère de 2 enfants, je travaillais 8 heures par jour, on ne me comprenait pas, on n'arrivait pas à faire un diagnostic, j'y arrivais plus, j'étais de plus en plus stressée, ce qui faisait que je saignais de plus en plus. Et donc, vraiment, j'en étais à un stade où, quand je suis arrivée à la fin de la trentaine, à la quarantaine, quand j'ai commencé à en parler avec les médecins pour chercher un soutien, quelque chose qui me motive pour continuer à avancer, pour trouver une solution, un moyen d'affronter tout ce problème que j'avais. Voilà, à ce moment-là, je me suis en tout cas, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager ici. Mais voilà, c'était le problème, arriver à trouver un traitement et à trouver ce que j'avais, pardon. Stéphane, au micro, oui, je comprends qu'il y a différentes étapes. Chaque étape amène ses nouvelles responsabilités. Et dans votre cas, vous aviez votre problème tout au long de toute votre vie, d'après ce que vous dites. Et je trouve que c'est intéressant de voir la partie du travail, votre carrière. Vous parlez de votre carrière. Je voudrais savoir quel est l'impact des troubles de la coagulation là-dessus. Joanna, nous connaissons l'impact, le défi que chaque trouble de la coagulation peut avoir sur une vie de femme. Et vous avez parlé de la famille, de votre famille. Alors, la question que je voudrais vous poser est, dans quelle mesure cela a eu un impact sur votre famille, sur votre vie sociale et sur vos relations en général? Et Joanna, au micro, je dirais que quand on parle de la famille et de la façon dont cela a eu un impact sur ma famille, je dirais que dans ma famille, il y a beaucoup de maladies de Willebrand. Ma grand-mère avait ce problème. Donc, à l'époque, tous les enfants, tous les petits-enfants ont été diagnostiqués et mes enfants aussi ont été diagnostiqués. Donc, dans notre famille, la maladie de Willebrand, c'est un peu quelque chose qui appartient à la famille. Par conséquent, ça facilite un petit peu les choses. Maintenant, bien que tout le monde ait cette maladie de Willebrand, on l'a tous à différents degrés. Donc, ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas toujours chez les autres, ne fonctionne pas chez tout le monde de la même façon. Par conséquent, c'est intéressant de voir que dans une famille, on a plein de niveaux de maladie de Willebrand en fonction de chaque patient et donc de situations différentes. En tout cas, les membres de ma famille, je dois dire que je suis
heureuse parce que quand ma mère a découvert que j'avais le problème, elle m'a beaucoup aidée et elle participait beaucoup au centre de traitement de l'hémophilie, elle a fait des recherches, elle parlait aux médecins, elle essayait d'être au courant toujours des dernières découvertes médicales pour m'aider. La même chose pour mon mari. Mon mari, bien sûr, cela a affecté, comme Karen l'a dit, cela affecte votre partenaire aussi, cela affecte votre intimité avec votre partenaire et cela affecte différentes choses que l'on peut faire avec son partenaire. Il y a aussi le problème de l'anémie, comme Karen l'a dit, et puis il y a aussi cette question. Moi aussi, j'ai connu l'anémie qui fait que votre vie sociale en prend un coup finalement, parce que la seule chose qu'on a envie, c'est de dormir. On est fatigué, on est tout le temps fatigué, donc ça a un impact sur les relations, sur les amitiés, sur nos tentatives pour faire des études, pour avoir une vie normale. Et bien sûr, je dois dire aussi que quand je pense à ma famille, je dois aussi penser au planning familial. À l'époque, avec mon mari, on a décidé qu'on voulait avoir des enfants. Mais comment est-ce que je faisais pour arrêter de prendre tous ces médicaments qui me permettaient de contrôler mes règles pour pouvoir tomber enceinte? Donc, il a fallu passer par toute cette période qui a été compliquée. Ensuite, mes filles sont nées. Il y a eu différents problèmes, bien sûr, quand les problèmes donc pour l'accouchement, j'ai eu une césarienne dans les deux cas, donc ce qui veut dire une chirurgie en plus de la grossesse et de l'accouchement. Donc dans les deux cas, j'ai passé plusieurs jours à l'hôpital, j'avais des hématomes, les médecins ne savaient pas très bien d'où ça venait, s'il s'agissait d'une infection ou de simples hématomes. Il y a toute une zone grise qui apparaît dans cette maladie. Finalement, maintenant, quand j'y pense, une fois que j'ai eu ma deuxième fille, comme Karen, et ma maladie est en train de devenir de plus en plus pénible et ça contrôlait toute ma vie. Une fois que j'ai eu ma deuxième fille, les choses sont devenues tout à fait incontrôlables. Et donc, on a décidé avec mon mari que ou bien on avait un troisième enfant, ou bien on faisait une intervention médicale pour avoir une ablation de l'utérus. À l'époque, j'étais tellement épuisée. Je ne pouvais pas m'imaginer en train déjà d'assumer mes deux enfants. Donc, imaginez avoir un troisième enfant, ce n'était pas possible. Donc, nous avons choisi à l'époque, ça a été une très bonne décision d'ailleurs, je dirais, et puisque ma famille est parfaite, on a décidé donc de faire une ablation de l'utérus pour pouvoir et affronter tout cela parce que ça a un impact sur votre vie. Ça donne, c'est une décision importante qui fait peur pour votre partenaire, pour votre famille, pour moi-même. Donc, je crois que voilà, c'est ce qui a eu le plus d'impact, je dirais, sur ma vie sociale et sur ma famille. Bien, Stéphane, au micro. est très intéressant d'entendre cette trajectoire de vie. On voit ici les différentes étapes, les défis qui accompagnent chaque étape. Vraiment, ce sont des décisions, ce sont des questions qu'il faut considérer. Et comme vous le dites, aller faire ses études et avoir différentes conversations et ces décisions importantes à prendre dans votre vie, on comprend que tout cela sont des grands défis. Et des fois, maintenant qu'on a parlé de votre parcours, je pense que cela a eu un impact sur votre expérience, sur votre personnalité. Je suis heureux d'avoir entendu ces témoignages. Et j'aimerais savoir maintenant quels sont les conseils que vous donneriez aux femmes atteintes de troubles de la coagulation. On sait qu'il y a beaucoup de barrières pour ce type de patientes. On en a parlé déjà dans ce programme. Par exemple, déjà, rien que le fait d'être diagnostiqué, se faire entendre, être considéré, être pris en compte par les médecins, tomber enceinte. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des conseils et que vous pourriez donner?
Alors, et des espoirs que vous avez aussi. Karen au micro, j'ai quelques espoirs. Johanna et moi, nous avons participé, nous avons commencé ce parcours en 2012. Moi, j'ai commencé ce parcours avec le docteur Winikoff. Et je dirais que c'est un grand honneur pour moi et d'avoir été traitée par cette personne. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé ce plaidoyer. En tout cas, ma vision serait que nous, les femmes, ne doivent pas se trouver dans une situation dans laquelle elles doivent taper sur la table pour être entendues. Ce n'est pas possible. Les femmes ne peuvent pas souffrir en silence. Nous avons besoin de davantage de personnes comme moi, comme Joanne, pour faire ce plaidoyer. Plus on entendra nos voix, plus on obtiendra l'attention du public, plus cette conversation qui est nécessaire aura lieu. Il faut continuer à avancer. Cette conversation va au-delà de code rouge. Pour la première fois de ma vie, je dois dire que j'ai trouvé le courage, j'utilise le mot de courage, le courage de parler de mon histoire à mon travail. Et le résultat de cela m'a beaucoup inspiré à continuer à aller de l'avant parce qu'il y a des femmes qui ont été diagnostiquées à partir de là. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont dit « Oh, d'accord », qui ont pris conscience de ce qui se passait. Donc, c'est intéressant que les hommes aussi se rendent compte qu'ils ont des femmes, ils ont des filles, ils ont des mères, ils ont des sœurs. Et c'est bien aussi que les hommes participent à ce plaidoyer. Nous avons besoin de soins. En cas de situation d'urgence, c'est mon mari ou quelqu'un avec qui je suis qui doit m'aider. Je voyage beaucoup pour mon travail, donc des fois mon mari n'est pas là et j'ai dû dire aux personnes qui m'entourent ce qui m'arrive pour qu'elles puissent m'aider si j'ai besoin d'aide en cas de problème. Donc voilà, pour moi, cette conversation, c'est une conversation qui doit aller au-delà de forums et destinée à cela. Il faut commencer à inclure tout le monde et surtout les hommes dans ce dialogue. C'est comme cela que nous parviendrons à une compréhension totale. Et Stéphane Bruno au micro, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous en tant qu'homme. Je dirais que je pense que c'est très important de faire ce plaidoyer. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Vous devez faire ce plaidoyer pour vous et vous devez aussi faire ce plaidoyer pour que les autres qui vous entourent puissent vous aider. Alors, vous, dans votre cas, Johanna, comment est-ce que la communauté des soins peut vous aider à mettre en place les changements dont vous avez besoin? Alors, c'est une question très intéressante, Stéphane. Je pense que du point de vue du patient, pouvoir participer à cette organisation, une organisation comme la Fédération mondiale de l'hémophilie, la Fondation de l'hémophilie canadienne, Code rouge, tout ça, ce plaidoyer pour les femmes, ce plaidoyer pour qu'il y ait davantage de centres de traitement de l'hémophilie, pour connaître les médecins et les infirmières, aider les médecins et les infirmières à comprendre que les patients ont besoin d'eux, et tout cela, et lorsque nous avons besoin, lorsqu'il y a des changements qui ont lieu, tout cela nous affecte. Lorsque des changements ont lieu dans nos centres, c'est la même chose. Cela affecte les soins, cela affecte aussi les endroits où on peut trouver des soins d'urgence lorsque quelque chose d'inattendu surgit. Donc, nous avons besoin de ces ressources pour pouvoir continuer à vivre. Et par conséquent, en tant que patient, je pense que nous devons nous lever, participer, entrer dans ces organisations qui luttent pour nos droits avec nos centres de traitement de l'hémophilie, avec nos médecins, avec nos infirmières, écrire des lettres, écrire au gouvernement, au ministère, voter pour les partis qui vont s'occuper de notre santé. Et tout cela, pour aider donc le diagnostic, le traitement, les médicaments qu'on doit prendre, l'organisation que demande notre prise en charge. Donc, tout cela est très important. Stéphane au micro, oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a un plan d'action ici à mettre en place. La communauté et des soins doit aussi participer à ce plaidoyer avec les patientes. Et
Et je dirais que c'est important aussi que les femmes puissent avoir un environnement dans lequel elles puissent parler de leurs problèmes de coagulation. Et c'est important. Et je dirais que dans ce sens aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je suis d'accord avec vous. Je vois que toutes les deux, vous avez touché un petit peu les trois principaux piliers qui seraient l'éducation, la sensibilisation, la communication. Tout cela de façon à diagnostiquer plus efficacement les femmes et, et les aider pour leur traitement. Alors, est-ce que vous voudriez parler un petit peu plus de ces piliers, Karen? Oui, Karen au micro. Excusez-moi. Alors, je dirais que je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à couvrir, puisqu'on parle de la collaboration, de la sensibilisation, de la manière de contribuer, de prendre contact avec différentes communautés. Donc aujourd'hui, en venant ici dans la voiture, je pensais à la quantité de travail qui nous attend. Se joindre à un comité de femmes et définir les besoins, les mandats à court terme et le mettre en œuvre. C'est facile de construire un plan. C'est facile de voir les domaines sur lesquels il faut se centrer, ces piliers dont vous avez parlé. Mais après, l'action, c'est plus compliqué. Et là est la partie la plus compliquée. On a besoin de gens, on a besoin de ressources, on a besoin de financement. Donc, je ne sais pas si je réponds ici à votre question, mais je dirais qu'il y a tellement de choses à faire pour développer ces trois piliers dont vous avez parlé. Et Stéphane, au micro, oui, et comme vous l'avez dit, c'est quelque chose dont on peut parler jusqu'à demain. Il y a tellement de choses à couvrir. En tout cas, aujourd'hui, déjà, on a un petit peu abordé différents points. Il nous reste encore un long chemin à parcourir. C'est une conversation qui commence, qui va continuer, bien sûr, mais en tout cas, que l'on considère le diagnostic, l'avis, la préparation, et tout cela sont des processus différents. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire va aider dans tous ces domaines. Je voudrais maintenant, et puisque nous sommes un petit peu à la fin de cette conversation, je voudrais un message un petit peu plus, un message d'espoir, un message un peu plus personnel, un message pour les familles, en tant que pour ces femmes et ces filles qui ont ce type de trouble de la coagulation. Quel est le message que que vous voudriez leur transmettre? Johanna. Johanna au micro. C'est une question difficile. Je pense que ce que j'aimerais dire, en tout cas à mes filles, par exemple, de continuer à lutter pour de meilleurs soins, pour une meilleure prise en charge. C'est ce que je fais d'ailleurs. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas avoir peur. Quand on a des problèmes, il faut en parler. Et puis, Karen a parlé du fait d'être une femme avec des troubles de la coagulation, ce que ça signifie. Il y a aussi des hommes. Les hommes qui avaient des troubles de la coagulation étaient pris en compte. Ce n'était pas le cas des femmes. Et je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est dans notre culture. Nous en tant que mère, en tant que femme, on ne veut pas avoir de difficultés, de problèmes qui t'empêchent de planifier ta vie. Donc, je dirais que les soins, prendre soin de soi-même, c'est très important. C'est le plus important pour s'assurer justement que votre santé est bien prise en charge et pour vous assurer que vous prenez soin de vous-même en ayant cette conscience de votre trouble de la coagulation et en vous assurant que vous allez vous préparer pour les différentes choses qui vont surgir dans votre vie. Donc, vous devez parler avec les membres du centre de traitement de l'hémophilie lorsque vous avez une petite procédure chirurgicale qui surgit, parce que si vous avez des troubles de la coagulation, cette petite opération peut se transformer en une opération grave. Ayez
les connaissances nécessaires de vous, de votre trouble de la coagulation. C'est très important. Et puis, maintenant, on a davantage d'outils. Il y a de nouveaux outils qui ont été mis en place par les médecins et par les centres de traitement. Donc, utilisez ces outils, avoir accès à votre centre de traitement de l'hémophilie, posez les questions qui vous viennent à l'esprit. Soyez sûr de prendre bien soin de votre santé. Ça, c'est très important. Stéphane Micro, oui, ce sont des paroles tout à fait sages. Je dirais que l'auto-plaidoyer, c'est très important. Chercher un soutien aussi, c'est très important au niveau du système qui vous entoure. Donc, ce sont des paroles tout à fait sages. Nous allons maintenant demander à Karen ce qu'elle en pense. Karen au micro, oui, on en parle souvent avec les jeunes filles que je rencontre, avec les femmes que je rencontre. Je leur dis, il vous faut assumer votre unicité. C'est quelque chose, vous allez devoir vivre avec cela, et personne ne peut se mettre à votre place. Et donc, la femme doit assumer tout cela. C'est le moment de... Je dis à mes filles, si vous en parlez, si vous montrez le chemin, il y aura d'autres personnes qui vont vous suivre et vous ne serez pas seul. Encouragez les autres à dialoguer, à être curieux. Ne restez pas non plus bloqué là-dessus. Personnellement, j'ai une fille qui est diagnostiquée et l'autre fille qu'on est en train d'évaluer. Ce sont deux scénarios différents. Mais créez cette curiosité. N'ayez pas peur. Essayez de comprendre quelle est votre réalité. La réalité de chacun est différente. Joanna a parlé des différents membres de sa famille qui chacun ont un niveau de maladie de Willebrand différent. Dans ma famille, il y a mon frère, mon père, moi-même. Je suis la seule fille dans ma famille, outre ma fille. Mais il y a donc mes filles et moi, nous avons des scénarios différents. Et la même chose pour Joanna. Donc, nous devons partager ce parcours parce que c'est à partir de là qu'il y aura des apprentissages. Rien n'est pareil, chaque situation est différente, mais il y a de nombreux outils qui sont à notre disposition que nous pouvons utiliser. Donc, moi, ce que je dis, parlez-en, soyez curieuse, montrez le chemin pour que d'autres personnes, d'autres femmes puissent vous suivre. Et jusqu'à maintenant, je suis tout à fait orgueilleuse et fière du travail qu'elles ont fait. Elles ont assumé les risques de leur côté, chacune. Elles ont trouvé un chemin. Et moi, personnellement, j'ai dû apprendre au fur et à mesure que j'avançais. Maintenant, je dis à mes filles, vous devez aller voir le docteur toute seule. Vous avez 22 ans. Jusqu'à maintenant, je vous ai accompagnée, mais maintenant, vous devez y aller toute seule. Apprenez à vos enfants comment est-ce qu'elles doivent parler avec les médecins, comment ne pas se mettre en colère, comment ouvrir ce dialogue et commencer à assumer sa maladie. C'est un petit peu le message que je fais passer à mes filles pour leur futur. Stéphane au micro, très bien, des paroles tout à fait et sages, de nouveau pleines de sagesse. Bien, donc on voit ici que en fonction de chaque femme, le diagnostic peut être différent, les expériences aussi. Vos filles ont de la chance d'avoir des mères qui ont fait preuve de résilience, qui ont traversé toutes ces étapes difficiles, qui ont réussi aussi à se développer professionnellement. Donc, je pense que vos filles vont sûrement tirer profit de votre expérience. En tout cas, je dois maintenant vous remercier et on se rend compte que votre vie avec ce trouble de la coagulation n'a pas dû être facile. Je pense qu'il faut continuer ce plaidoyer pour le changement. Je crois vraiment dans l'importance de groupes tels que Code Rouge pour avancer dans cette direction du plaidoyer. Donc, aujourd'hui, nous avons entendu votre témoignage et vous avez parlé de vos problèmes, de votre vulnérabilité et nous vous en remercions. Nous vous remercions vraiment toutes les deux beaucoup pour votre temps et je dirais que nous allons maintenant regarder si le public a des questions. Je vais regarder si quelqu'un a des questions à vous poser. Pour le moment, il n'y a pas de questions
dans le chat. Nous avons encore quelques petites minutes. Par conséquent, je vais vous donner la parole à l'une ou à l'autre. Qui c'est qui veut prendre la parole? Je crois qu'on a couvert déjà beaucoup, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez ajouter pour partager avec le public, le personnel soignant, les femmes qui sont dans la même situation que vous en tant que femme atteinte de troubles de la coagulation? Johanna ou Karen, qui veut prendre la parole? Allez-y, Karen. Ah oui, vous me donnez cette responsabilité, Johanna. Bien, attendez, je vais réfléchir. Eh bien, je dirais que je vais revenir un petit peu en arrière et je vais dire à la communauté à laquelle nous parlons aujourd'hui de se focaliser sur un domaine qui, pour moi, est très compliqué en tant que femme atteinte de troubles de la coagulation. Et il s'agit de la partie de la gynécologie. Lorsque vous allez voir le médecin pour les premières fois, lorsque vous allez voir un gynécologue au début et que vous devez lui expliquer, c'est un peu l'entrée des jeunes filles dans cette communauté médicale, toutes seules très souvent. Des fois, elles vont faire leur premier contrôle gynécologique toutes seules. Elles doivent parler de cela. Elles veulent un système de contraception. Tout cela est très important dans la vie des jeunes filles. Par conséquent, je dirais que ça, c'est important pour celles qui peuvent mettre en place un bon dialogue avec le gynécologue. C'est un point clé. C'est très important. Ce serait l'objectif. Pour le personnel soignant, pour le patient, ça doit être un objectif parce que c'est à partir de là que cette adolescente, au Québec, si vous avez 14-15 ans, vous commencez à aller chez le gynécologue toute seule. Donc, vous allez avoir cette conversation toute seule avec le médecin. Il est important que le médecin comprenne qu'il y a des mots-clés que cet enfant va prononcer. Bien sûr, les parents, c'est mon cas, j'aide mes filles, je les équipe dans ce sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours une maman comme Karen ou comme Johanna qui vont aider leurs filles. Donc, je crois que dire cela, c'est important. C'est, à mon avis, le point d'entrée de ce dialogue et du point de vue des patientes, et c'est un point d'entrée qui est très, très important. Stéphane au micro, oui, tout à fait d'accord. Cela montre l'importance de travailler avec la communauté personnelle soignante. J'espère que nous allons pouvoir tenir compte de tout ce que vous avez dit comme point de départ. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Ça a été un grand privilège de pouvoir parler avec vous, discuter ensemble. J'espère qu'on aurait pu avoir un peu plus de temps, mais je crois que déjà on a couvert beaucoup de sujets. Eh bien, vous n'avez qu'à nous appeler si vous voulez continuer ce dialogue, dit Karen. Parfait. Merci.